de 20 ans après, la République démocratique du Congo est toujours en proie à des conflits avec les voisins, avec les mouvements de rébellion. Aujourd'hui, l'actualité est plus centrée vers l'est de la République démocratique du Congo, où des Congolais meurent, où il y a l'incursion des rebelles du M23, où le Rwanda a pratiquement, encore une fois, agressé la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 sur la chaîne de télévision Kanakien Télévision. L'émission de ce soir sera plus axée sur les problèmes sécuritaires au niveau de la République démocratique du Congo. Les regards seront plus tournés vers l'est de la RDC, où nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour essayer de mettre fin à ce chaos, à ce désordre où le sang qui continue à couler, et nous ne voulons plus de cette guerre, nous voulons la paix. Ce soir, je reçois encore une fois M. Jean-Louis Ngaouyana. Il est expert en matière de sécurité. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre petite pierre de contribution afin que les problèmes de guerre, des problèmes de mercenariat puissent cesser ici en République démocratique du Congo. Il est passé plus d'une fois. Nous avons échangé, il y a eu beaucoup d'appels. Plusieurs personnes même demandaient à ce qu'il puisse revenir. Et bien ce soir, j'ai pu l'attraper difficilement, étant donné qu'il a un calendrier bien chargé. Il est là encore une seconde fois sur ce plateau. Bonsoir, M. Jean-Louis. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Vous avez remarqué, en peu de temps, vous êtes revenu pratiquement à 2 reprises sur ce plateau, parce que l'actualité, c'est des problèmes de sécurité ici en République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord avec moi? Justement. Mais avant d'aborder un peu ce sujet, il y a un des Congolais qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, le caporal Kounyoko, qui a été honoré. À l'époque, il était dans la force publique qu'on appelait communément, c'est-à-dire avec les Belges, la force publique. C'était l'un des Congolais qui a sillonné le monde pour aller combattre. Quand on regarde bien, c'était pour les intérêts des Occidentaux. Mais ils l'ont fait, ils ont versé de leur sang. Et il y a un qui est resté, qui a fêté ses 100 ans, et gloire au Seigneur, il a reçu sa médaille tout dernièrement avec l'arrivée du roi Philippe. En tant que Congolais, qu'est-ce que ça... Vous dites quoi? Que nous avons des vaillants, des gens qui nous ont préparé la route? Merci, monsieur le journaliste. C'est d'abord un sentiment de joie pour cette marque de reconnaissance du roi belge. Mais je me pose cette question, est-ce que notre grand-père, je l'appelle grand-père parce que je suis aussi petit-fils d'un ancien combattant. Voilà, donc, mon nom c'est Jean-Louis Ngaouyana Zeleda. Et les Zeleda, c'est le nom de mon grand-père qui fit aussi de la force publique. Qui a combattu aussi. Il a combattu aussi. Donc pour moi, cette marque de reconnaissance, ça nous réjouit. Ça nous réjouit. Mais je me pose la question, est-ce qu'il aura le temps de festoyer sur cette marque de reconnaissance que vient de faire le roi belge? Tardivement. Tardivement. Et je me dis aussi que est-ce que cela ne va pas lui remonter encore l'histoire dans sa mémoire? Parce qu'on aurait dû faire ça à tout ce qui était vivant avec lui, maintenant que les autres sont déjà partis. Tous sont partis. Et lui, il est resté seul. Je sais que c'est avec beaucoup de peine qu'il a reçu ça. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Nous avons évoqué l'époque coloniale. Nous entrons pratiquement, avant d'aborder le dossier de l'Est, dans les années 78-77, avec la guerre pratiquement de Chaba. Là, je fais allusion aux l'armée zaïroise de l'époque, Faza, comme vous voulez. Nous avons eu aussi des militaires qui ont combattu au niveau de Chaba, Katanga. Il y avait déjà cet élan, cette envie de vouloir sauvegarder la patrie. Je voulais juste que nous puissions faire une lecture entre cette époque et l'époque d'aujourd'hui. Cette volonté. À l'époque, il y a eu des guerres qui ont pratiquement fait 6 à 1 année qui sont finies. Mais nous avons aujourd'hui des guerres qui traînent en longueur. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que le problème, c'est le problème de la lecture.
les guerres passées, 80 jours, les autres guerres, je pense qu'à l'époque, nous étions un pays unitaire, uni. On n'avait pas de parti politique comme tel. C'était la période de la dictature. C'était pas seulement chez nous ici, en RDC, mais c'était partout. C'était dans l'Afrique, même aussi en Europe. Pays en Europe, en Roumanie, Bulgarie. Tout ça, oui, voilà. Donc c'était avant la perestroïka. C'est la dictature qui régnait un peu partout. Donc là, on avait une vision commune des choses. Ça fait qu'on avait tous une seule lecture. On sait que nous sommes attaqués. Et l'élan patriotique allait dans le sens. C'est tout le monde qui faisait la même lecture. Mais ces derniers temps, avec la venue de la démocratie, il y a des lectures différentes. On peut se retrouver dans un même pays, mais face à une situation d'agression, les gens ont des interprétations différentes. Donc voilà un peu la beaucoup différence. De tendances, même sur le plan politique. Justement. Donc il y a les uns qui pensent que voilà, le pays est attaqué, il faut que nous nous mettions ensemble, mais il y a les autres qui pensent que si on se met ensemble, ça sera pour l'avantage de tel ou du parti qui est au pouvoir, tout ça. Donc, avec cette démocratie, nous devons quand même repenser les choses, voir comment nous pouvons aller pour essayer un peu, quand il y a une situation en face de nous, comment nous devons répondre. Donc, c'est simple. En 1997, c'est pratiquement l'arrivée de l'AFDEL, avec comme équipage la panoplie des voisins de l'Est. Vous avez les Ougandais, vous avez les Érythréens, vous avez les Rwandais qui sont entrés en masse en République démocratique du Congo. Est-ce que l'erreur a commencé à ce niveau ou c'était le destin qui devait être ainsi? Non, on ne peut pas parler du destin. On ne peut pas parler du destin qui devait être ici. Je pense que le problème est clair. Si je reviens un peu en arrière, pour attaquer un peu le problème à partir de 97, comme vous avez dit. Et j'avais dit tout à l'heure que nous étions comme le président Mobutu à l'époque disait, une nation, un seul père, un seul parti. On était unis. On avait tous la même façon de voir les choses. Mais lorsque Mobutu, à cette époque-là, a commencé à se démarquer un peu de la politique de l'Occident, ils ont trouvé que Mobutu devenait quelqu'un qui était gênant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est après la perestroïka. Lorsqu'il y a eu changement, l'élan démocratique, pour les Occidentaux, Mobutu, on s'est servi de lui pour la cause de la guerre froide. Parce que Mobutu était du côté capitaliste. Comme ils le font avec Kagame, pratiquement. Naturellement. Et on l'a soutenu. Mais lorsque l'intérêt n'y était plus, il fallait lâcher Mobutu. Et ils l'ont lâché. Et pour le lâcher, ils ont cherché à contourner par nos voisins, comme vous le savez, et jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pas ça la situation. Donc, si je comprends bien, il y a la communauté internationale qui a une grande part de responsabilité, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi les conséquences de cette politique où aujourd'hui les Congolais sont en train de subir. Parce que Kabila est venu avec les Rwandais et consorts. Après, il devait partir. Mais il faut être clair aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. On peut dire que l'infiltration a commencé depuis 1997. L'état de cette bêtise que Kabila, le père, nous a emmené, a commencé, je crois, à ce moment-là. Vous savez, je suis parmi les gens qui se sont documentés là-dessus. Et je peux vous dire des choses. Allez-y. Vous savez, messieurs les journalistes, à l'époque, parce que moi je suis officier de renseignement dans notre pays, à l'époque de Mobutu, vous savez qu'à l'Est, on n'avait pas à craindre. Parce que celui qui était à l'Est, à l'époque, on l'appelait un incivique. Tout simplement un incivique. C'était Laurent Désiré Kabila.
il n'avait pas une armée. Laurent venait, et puis dans les montagnes de l'Est là-bas, il faisait des grimaces, il raflait les chèvres et consorts, et puis il rentrait. On n'était pas inquiété. Mais tout a basculé lorsque il a été contacté par le Rwandais et les Burundais et les Ougandais pour faire de lui le futur président en RDC. C'est là où tout est parti. Laurent Désiré Kabila n'avait pas une armée. C'est l'armée rwandaise qui l'a soutenu à 100%. Qui l'a soutenu à 100%. Et puis il y avait les Ougandais, les Burundais, les Érythréens. C'était un conglomérat de milices et de militaires. Des terroristes pratiquement. Qui étaient à l'Est, qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait. Parce que de lui-même, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc voilà un peu. Alors, cet conglomérat de personnes qui sont venus, chacun avait son agenda caché. Et à l'appui de tout ça, c'était les Rwandais. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que il y a les FDLR, il y a les Interahamwe qui sont une menace pour eux. Alors, qui sont une menace pour eux et qui sont au Congo, Kinshasa. Alors, ils doivent les poursuivre. Vous voyez? Et ils l'ont fait sous la bénédiction de qui? De la communauté internationale. La communauté internationale. La communauté internationale a laissé faire les choses. Des massacres ici, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu des massacres ici, des Hutus ici. Naturellement. Et puis, il y a eu les militaires rwandais qui sont venus ici, à Kinshasa. Nous les avons vus. Un général qui s'occupait de toute l'armée, chef d'état-major général, qui était rwandais. Cela ne s'est fait nulle part ailleurs. Quelle infiltration. Alors, quand lui, il est chef d'état-major général, mais c'est lui qui plaçait les généraux dans les zones opérationnelles. C'est lui qui plaçait les généraux dans les services de renseignement militaire. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grande infiltration, non pas seulement dans l'armée, même dans les entreprises publiques du pays. Ils ont su bien préparer cette machine. Mais ces gens-là étaient venus non pas seulement des militaires, il y avait aussi des personnels politiques qui étaient venus, où les autres les avaient précédés, ils étaient déjà ici. Alors, ils ont eu des hautes fonctions politiques dans notre pays et ils ont commencé à travailler comme s'ils étaient des Congolais. D'ailleurs, en changeant même de nom. Voilà, là où je vais en arriver. Vous savez quoi? Moi, j'ai toujours dit, je pense un jour, on a parlé avec vous, je disais que le 1 plus 4 n'était pas le 1 plus 4. C'était le 4 avec 1. Et le 1 là, c'était Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo. Parce que quand le MLC est venu, il n'y avait pas un parti authentiquement congolais qui a participé à cette histoire de 1 plus 4. Ni était le MLC, alors il devrait s'arranger et faire les histoires, faire ce qu'il voulait. Ça aurait été une grande farce. Mais c'est ça. Mais on n'aurait pas parlé du Congo aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle sorte on allait le parler, mais aujourd'hui quand même, Dieu merci que le MLC était là. Parce que le MLC était un témoin gênant dans tout ce qui était leur projet. Donc, voilà un peu si on peut parler de la grande partie de l'infiltration. C'est à partir de 1997. Vous êtes bien arrivé dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. Et la rediffusion, c'est le jeudi à 11h25. L'invité ce soir, il est expert en matière de sécurité, M. Jean-Louis Ngaouyana, avec qui nous sommes en train d'échanger vraiment sur des problèmes sécuritaires exceptionnellement, vu l'actualité. Au niveau de l'Ouganda, il y a eu la libération, entre guillemets, et j'appelle ça libération, Museveni qui vient déloger le président qui était à l'époque, accompagné de M. Kagame. Ils sont rentrés en Ouganda, ils ont pris le pouvoir. On a fait de Kagame un responsable au niveau des instances sécuritaires de l'Ouganda. Ça, c'est l'histoire. À un moment donné, Museveni s'est dit, face à la grogne de la population, non mais, ils doivent partir parce qu'il y a trop de Rwandais ici. Tranquillement, facilement, Museveni a su se défaire des Rwandais et ils sont rentrés, en les aidant à rentrer au Rwanda, par une guerre bien sûr, ils sont rentrés.
Donc, il n'y avait plus de Rwanda, même dans le système sécuritaire. Mais je ne comprends pas comment ici, nous les politiques, les responsables de la sécurité de la République, des gens bien formés, à un moment donné, nous avons eu l'avantage avec Mouzé qui les a ramenés. Comment nous n'avons pas su les faire partir facilement et plus intelligemment? Mais là, je reviens à ce que Kagame a dit l'autre fois dans une interview. Kagame a dit que personne au Congo ne peut dire qu'il n'a pas coopéré avec lui à partir de la tête du pays. Mais c'est clair. C'est clair. Les gens qui étaient venus étaient des collabos de Kagame. Et je peux vous dire aujourd'hui ceci. Vous savez, le M23, ce n'est pas un groupe rebelle. C'est une partie de l'armée rwandaise au Congo, en RDC. C'est ce que les gens ignorent. Donc, quand on parle de groupe rebelle M23, là, tout ça, CNDP... Donc, c'est une branche de l'armée rwandaise. Non, c'est pour brouiller les choses. C'est pour brouiller les choses. Le M23 est une partie de l'armée rwandaise au Congo. Vous comprenez? Alors, s'ils sont au Congo, c'est ce qui donne un peu de l'arrogance à Kagame de dire tout ce qu'il veut dire et de parler à qui il veut parler. Sachant qu'il a ses pions ici. Il a ses pions au niveau politique et au niveau de l'armée nationale. Quoi dire? Joseph Kabila arrive au pouvoir, plus de 18 ans. Et dans le règne de M. Kabila, il y a tout un groupe des généraux rwandais, des colonels, qui ont pris la nationalité congolaise suite au jeu de cache-cache du 1-23, non, encore, on prend ces mêmes personnes. Et bizarrement, ces généraux, ces colonels qui sont ici, ça c'est plus un secret, ont su résister jusqu'à maintenant, en 2022. Et aujourd'hui, quand on a des guerres par procuration du Rwanda, nous avons du mal à bien évoluer parce que jusqu'à maintenant, nous avons des colonels, des généraux qui sont venus du Rwanda, pas moins de 5 ans, 10 ans, à peine, qui sont ici. Ça, c'est un véritable danger. Je voulais maintenant poser la question. Vous êtes un expert en matière de sécurité. Vous êtes sûr, même avec les armements que nous avons, nous pouvons aujourd'hui dire que nous pouvons bouter dehors l'ennemi, si possible, même aller au Rwanda? Écoutez, vous avez parlé de l'infiltration dans l'armée et aussi au niveau des sphères politiques du pays. Mais moi, je vous dis que les Congolais sont plus nombreux que ceux qui sont infiltrés au pays. Là, vous faites allusion aux populations. Pas seulement aux populations, même au niveau des politiques. Nous sommes toujours nombreux parce que c'est notre pays. Et ils sont dans les chaînes de commandement, ces messieurs-là. Mais le chaîne de commandement ne dit pas grand-chose. Vous savez, la force d'un pays, ce n'est pas au niveau des chaînes de commandement. C'est au niveau de la population, c'est au niveau du peuple. Messieurs les journalistes, il faut que nous fassions très attention avec ce qui est en train de se passer maintenant. Vous savez, moi j'ai toujours dit que les Congolais sont un peuple imprévisible. Vous savez, le Belge ne s'y attendait pas le jour où les Congolais se sont levés pour réclamer l'indépendance. Ils n'en revenaient pas. Alors, moi, ceux qui s'amusent au niveau de la communauté internationale et au niveau de certains États africains qui s'amusent à dire n'importe quoi sur le Congo, je vous dis qu'il faut qu'ils fassent très attention parce que le Congolais a été toujours imprévisible. Vous savez, au moment où nous parlons, ce qui se passe à Goma, vous savez comment les gens se sont levés. Ce matin, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc, un sursaut d'orgueil patriotique. Il faudrait que la communauté internationale, même la communauté africaine, fasse très attention avec ce qui se passe au Congo. La République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique. Au centre de l'Afrique. C'est-à-dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo peut directement embraser toute l'Afrique. Très important. Vous voyez? Très important. Alors, il y a des gens qui s'amusent à prendre ça à la légère. Donc, moi, je dis que il faut que les gens tournent encore 2 fois la langue dans leur bouche pour parler. Donc, le problème est très sérieux. Et au niveau de nous, Congolais, il faudrait qu'il y ait
une cohésion nationale. Là, on fait allusion et aux politiques et aux militaires. Et aux politiques et aux militaires. Ce que je regrette chez nous, c'est quoi? C'est que notre opposition, ici au Congo, nous avons une opposition qui est parfois destructive au lieu d'être une opposition constructive. Qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est ça le problème. Donc, dans notre opposition, on n'a qu'un seul objectif, ôte-toi que je m'y mette. C'est ça un peu. Peu importe le nombre de morts. Peu importe, c'est ça un peu le problème dans le pays. Le jour où nous résoudrons ce problème-là, de dire que voilà, c'est un intérêt national. Même nous qui sommes à l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, nous sommes un peuple, mettons-nous ensemble pour bouter dehors l'ennemi qui nous agresse. Je pense qu'on ne parlera plus de cette histoire d'agression dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des stratèges militaires bien préparés pour faire une guerre directement entre le Rwanda et puis l'Ouganda? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de réfléchir, de monter des stratégies en ce sens-là, aujourd'hui? Je pense que ce sujet mérite aussi à être respecté par un devoir de réserve. Les stratégies militaires, même les stratégies de renseignement, on ne l'étale pas à la place publique. Oui, à la place publique. Moi, je pense que ça, on peut parler ça en aparté lorsque l'émission, après l'émission. Mais je crois et je vous informe que nous avons des BEM, c'est-à-dire des brevetés d'état-major. Nous avons des thèmes, des techniciens d'état-major, donc des gens qui sont bien rodés, qui ont été bien formés. Nous avons des fantassins. Nous avons des gens qui, à un moment donné, étaient ensemble avec les Ougandais. Ils les ont côtoyés. Ils ont travaillé ensemble. Nous avons aussi des personnes, des gens parmi les militaires qui ont affronté les Rwandais à un moment donné. Et les Rwandais savent aussi la puissance de feu des Congolais. Entre parenthèses, vous savez que lorsque le MLC était parti politico-militaire, à l'époque, vous savez ce qu'il y a eu à l'Issala? C'est-à-dire que la partie qui était gérée par le MLC et le gouvernement de l'époque de Laurent Désiré Kabila, appuyé des Tchadiens, appuyé des Zimbabwéens, était descendu à l'Issala avec tous ces étrangers. L'arsenal militaire. Mais oui, mais lorsque le président national, Jean-Pierre Bemba à l'époque, a eu l'information que l'Issala vient de tomber, vous savez ce qu'il a fait? Il est monté dans l'avion lui-même, il a piloté l'avion lui-même, on lui demande de ne pas atterrir, il a atterri, et il s'est mis dans les chars, et ça a motivé toutes les troupes qui étaient là. Et on a bouté tous ces étrangers, d'ailleurs les Tchadiens, ils ont senti... Parce que ces militaires sont encore... Ils ont senti que les Congolais savent aussi manier les armes. C'est des guerriers. Mais oui. Donc, il y a tous ces gens-là. Il y avait des jeunes de 18 ans à l'époque, les jeunes de... Aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils sont encore forts. Ils ont mûri, ils sont très forts. Ils sont encore très forts. Donc, moi je crois qu'il faut voir aussi le problème dans ce sens. Il faut réunifier tous les éléments que nous avons, tout le militaire que nous avons, qui peuvent aussi concourir à ce que nous puissions finir avec cette histoire. Monsieur Jean-Louis Ngaouyana est l'invité de cette émission Écopole de ce soir, un expert en matière de sécurité. Avec lui, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir concernant un peu les problèmes de velléité de nos voisins ici en République démocratique du Congo. Il y a quelque chose qui me taraude beaucoup à l'esprit quand je regarde la télé, quand je suis les informations. L'État d'Israël ne badine pas avec la sécurité. Je crois que c'est suite à l'histoire qu'ils ont vécue. Ils ont retenu la leçon. Ils ont mis des stratégies en place. Ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, quand l'Israël est agressé, ne fût-ce que par deux individus, par même des États, la seconde Israël riposte d'abord et on va chercher les communiqués, les discussions après. Mais j'ai comme l'impression qu'ici, il y a beaucoup de communiqués, il y a beaucoup de lamentations. Non, nous prenons la communauté internationale, sachant que cette communauté est à la base de ce problème. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen, dès que nous sommes agressés, que nous puissions réagir directement, même aller là où le problème a commencé, pour essayer de mettre un peu fin à ce problème? Nous donnons l'impression de trop pleurnicher.
d'être trop diplomate. Alors que le sang coule, les gens meurent. Mais je vois dans d'autres pays, la réaction est d'abord automatique. On réagit du tic au tac parce qu'il y a un problème de souveraineté. Et puis, on va à la table de négociation. Ici, nous sommes trop, comme on dit, Lingala. Tout ça, pourquoi moi, je sens au pays, moi, je sens au pays. Non, ce n'est pas question d'être les sangs. Avec la situation dans laquelle nous vivons dans notre pays, d'abord au niveau intérieur du pays, au niveau de nous-mêmes Congolais, vous savez, Israël est uni. Lorsque Israël est attaqué, est agressé, il n'y a pas une question d'opposition et de la majorité. Ça n'existe pas. Je viens de vous dire tout à l'heure. Vous savez, si je reprends encore le propos du président de l'Assemblée nationale, qui dit qu'il y a des députés qui collaborent avec nos adversaires. Qui siègent au niveau du Parlement. Vous vous rendez compte, dans un Parlement de la République, qu'il y ait des députés qui sont aussi des chefs milices, qui financent en armes, en argent. Ça n'explique pas. Vous voyez là où nous avons un très sérieux problème dans notre pays. C'est le problème de l'unité, le problème de la cohésion lorsque nous sommes agressés. Vous savez, moi je lis la Bible. Quelque part dans la Bible, il est dit, un pays divisé ne peut jamais gagner la guerre. Mais c'est dans cette situation où nous nous retrouvons. Au moment où nous sommes attaqués, vous savez que je ne lis pas dans le cœur de certaines personnes. Mais je sais qu'il y a ceux qui sont contents. Pensent que c'est bien. Oui, il y a ceux qui sont contents. Vous vous rendez même compte que nous sommes éliminés en Coupe d'Afrique. Il y a des gens qui ont bu du champagne. Est-ce que c'est normal? Notre équipe de football a été éliminée. Il y a des gens qui sont... Est-ce que c'est normal? Donc, voilà, c'est ces problèmes-là. Dans notre pays, il faut ce qu'on appelle un désarmement intérieur. Il faut que les gens se désarment intérieurement. Lorsque nous parlons unité, il ne faut pas que ce soit une unité de la bouche, mais que ce soit une unité de cœur. Nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. Ceux qui trouvent que ce Congo ne leur appartient pas, ils n'ont qu'à aller là où ils veulent. Mais nous, dont le Congo nous appartient, nous disons que nous devons tous unir. Nous devons tous être un. Si nous restons divisés, pendant que vous êtes en train de préparer une stratégie pour attaquer, parmi vous, il y aura toujours des mouchards qui vont sortir pour dire comment se fait-il que vous avez attaqué les gens, vous les avez repoussés, 24 heures après, ils reviennent. Ces gens-là reviennent. Et puis ils prennent la ville. Ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Si l'ennemi n'est pas à l'extérieur du pays, c'est que l'ennemi est parmi nous. Ça c'est clair. Alors, donc c'est un long processus. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous, en tant que Congolais, nous pensons qu'un jour, on va mettre un terme avec cette histoire. Et je pense que l'actuel président de la République a cette volonté. Il a cette volonté qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette histoire. Mais cela n'exclut pas que d'un côté, on voit aussi le côté diplomatique. Nous sommes un grand État au centre de l'Afrique avec 9 pays voisins. Ce n'est pas tous les voisins qui nous causent du tort. Donc, nous devons aussi quand même voir l'angle diplomatique, mais tout en privilégiant aussi l'aspect militaire au cas où. Tout en s'appuyant aussi sur l'aspect militaire. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous confirmez l'adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Naturellement. Naturellement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a fait un peu rire. Il y a des gens qui soutiennent qu'aujourd'hui, il y a possibilité. Parce que de 1977, où là, les guerres ont pratiquement commencé, jusqu'à maintenant, des guerres. 5 ans après, 10 ans après, des guerres. 20 ans après, 15 ans après, des guerres. Bon, on sous-entend, peut-être parce que nous avons les minéraux, j'imagine, eux veulent venir chercher ces minéraux ici. On crée des conflits entre nous les Congolais, beaucoup de suspicions, beaucoup de bagarres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour essayer de ramener l'unité, l'amour dans le cœur, de revenir avec le système de l'époque de l'Europe, le système militaire, le système militaire obligatoire? C'est-à-dire, à l'âge de... Quand vous êtes en 6e, vous avez la moitié de votre cursus en 6e, où vous avez la
formation militaire, comme le fait l'Israël, et par après, vous allez à l'université. Parce que ça permettra au moins, dans le futur, d'avoir une population civile, mais bien formée, face à des telles situations. Oui, ça c'est une très bonne chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de députés nationaux qui ont fait de propositions. Au service militaire. Hein, des services militaires dans ce sens-là. Il y a même notre député, honorable Mbao, qui avait aussi proposé dans ce sens-là. Mais je vous dis que le problème du Congo, RDC, ce n'est pas seulement le problème des services militaires obligatoires. Nous sommes 80 millions d'habitants. Il n'y a aucune armée ici en Afrique, même dans le monde, qui a 5 millions. Non. Mais je vous dis que nous, c'est question de très bien faire les choses. Si on fait bien les choses, si on gère bien cette unité, si on gère bien la cohabitation pacifique, hein, entre Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on sait très bien faire les choses, moi je crois qu'on peut avoir même une armée de 2000 hommes. Assez efficace. De 2 millions. Bien préparé. Oui, on peut avoir une armée de 2 millions. Nous sommes 80 millions. Nous avons, vous savez que la société congolaise RDC démocratique est plus jeune. Très jeune. C'est à 60%. Donc si on prend les 60% des 80 millions, vous savez combien de jeunes nous avons? Donc c'est le problème. C'est une force aussi. Il faut une vraie politique sécuritaire. Réfléchir sur. Au niveau du pays. Il faut repenser. C'est pourquoi l'autre fois je vous ai dit, notre armée, il faut une refondation. Vous savez, les gens qui étaient venus, qui nous ont infiltrés, ils ont désarticulé le service de renseignement. Ils ont désarticulé l'armée. Ils ont désarticulé la police. Et nous travaillons aujourd'hui avec les moyens de bord. Donc, il nous faut qu'on se mette ensemble, que les intelligences dans chaque domaine réfléchissent pour essayer un peu de remettre sur les rails notre armée, notre police et notre service de renseignement. Vous savez que le service de renseignement est très très important. Si notre service de renseignement fonctionnait comme il se doit, parce que le service de renseignement a deux branches. Il y a la branche extérieure, qu'on appelle la branche d'espionnage, et il y a la branche intérieure, c'est la branche de contre-espionnage. Alors, la branche extérieure, là où nous avons des ambassades, c'est cette branche-là qui doit anticiper doit anticiper et nous faire rapport. C'est eux qui vont remarquer ce qui se prépare de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nos ambassades, qu'est-ce qu'ils font? Nos ambassadeurs, ils font quoi? Les ambassades sont devenues les lieux où on va les visas, et les passeports, tout ça. On donne même des passeports aux étrangers. Non. Et je vous dis que dans des pays dits stratégiques, ce n'est pas important de chercher à mettre des ambassadeurs de carrière. Non. On met des ambassadeurs politiques. C'est-à-dire des gens qui ont une vision des choses. Des gens qui ont une lecture des choses par rapport à la sécurité, par rapport à la technique, par rapport... Vous savez que lorsque vous êtes un ambassadeur et que dans le pays auquel vous vous trouvez, le pays commence à acheter par exemple l'uranium. Mais il faut vous poser la question. Parce qu'avec l'uranium, on peut faire des bombes nucléaires. Avec l'uranium, on peut développer beaucoup de choses. Ça doit vous interpeller. Vous êtes un ambassadeur, il y a des choses qui se passent, ça ne vous interpelle pas. Les services qui sont avec vous, ça ne les interpelle pas. Ce sont des affairistes, ils viennent ici avec le matériel, les chaussures, ils vendent, ils rentrent, mais ils ne font pas le travail qu'ils devaient faire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que le service a été désarticulé. On nomme dans les ambassades les cousins, neveux, oncles qui manquent du boulot, on prend, on les met là-bas. Alors que c'est des postes stratégiques. Non, messieurs les journalistes. Donc, il faut revoir toutes ces choses-là. Au niveau de l'intérieur, c'est aussi la même chose. C'est la même... Je vous dis que Mobutu, à l'époque de Mobutu, paix à son âme, Mobutu avait formé l'armée, Mobutu avait formé les services de renseignement. La diplomatie et aussi. Parmi eux, il y a des gens qui existent encore, qui sont encore très forts. Donc voilà un peu. C'est un processus, il faut qu'on refonde les choses. Il faut qu'on repense la façon de faire les choses. Je sais que la tâche est mais avec grande, la volonté. Avec la volonté, on peut toujours. Et avec les moyens. Voilà. Ça, c'est très important. Vous avez évoqué l'aspect diplomatie, parce que la sécurité, c'est aussi prévoir, anticiper aussi.
Je rappelle que vous êtes un expert en matière de sécurité. Nous avons une grande frontière avec le Rwanda, l'Ouganda. Mais aujourd'hui, avec la technologie actuelle, avec les drones, avec les murs, avec les caméras, nous pouvons mettre suffisamment de moyens, parce que ça, c'est le souhait des populations, de mettre carrément un mur, mais alors un mur moderne, où tout est sauvé 24 sur 24, à l'image ou à l'exemple de la Corée du Sud et la Corée du Nord. Vous savez, tout au long de la frontière, c'est tellement bien sécurisé que même si vous êtes à 200 mètres, on sait déjà vous repérer, parce que c'est des drones qui circulent 24 sur 24. Là, à ce moment, on pourra bien filtrer les populations, connaître les motivations de leur visite et les suivre. Ça pourra aussi atténuer un peu ces genres de velléités barbares et primitives de nos voisins. Beaucoup de gens en parlent et ils proposent cette situation, cette question d'élever le mur entre nous et le Rwanda. Moi, je pense que cette histoire de frontières avec le Rwanda, élever le mur, c'est par rapport à quoi? À leur comportement, en fait. Au comportement de qui? De nos voisins. Les problèmes que nous avons avec le Rwanda, ce n'est pas le problème de tous les Rwandais. C'est ce que je dis. C'est les pouvoirs Tutsi en place qui nous fait du problème. Vous savez qu'au Rwanda, il y a les Hutus. D'ailleurs, ils sont majoritaires. Il y a les Pygmées et les Tois. Mais on n'a pas de problème avec les Hutus, on n'a pas de problème avec les Tois. On a le problème avec cette minorité Tutsi, avec leur arrogance, qui cherche à diriger la RDC. Comme je dis toujours, ça c'est une folie. Et moi je vous dis que Kagame et son groupe ne resteront pas éternels. On va ériger les murs peut-être aujourd'hui parce que Kagame, et là on érige le mur à cause de Kagame. Non, moi je pense qu'il faut bien réfléchir les choses. Il faut bien voir les choses. Moi je sais qu'un jour, Kagame partira. Il n'est pas un président éternel. Maintenant, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. La situation était, quelle est cette situation actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Consolider nos positions, renforcer avec nos matériels militaires ou aller carrément avec la diplomatie? Voilà, je peux répondre en 3 parties. La première partie, c'est la partie congolaise. Pour nous, Congolais, et notre gouvernement, nous devons tenir bon. Nous devons rester forts. Nous devons rester unis. Nous devons voir les choses tous de la même manière. Nous devons voir les choses tous de la même chose. Pour que nous puissions... Vous savez, on dit que lorsque les gens sont unis, l'ennemi devient la proie. Vous comprenez? Votre ennemi devient votre proie facile lorsque vous êtes unis. Donc, il faut que nous puissions nous unir et les dirigeants et le peuple qui sont dirigés, nous soyons tous un. L'unité fera à ce que nous puissions faire de sorte que ces problèmes-là finissent. Et c'est possible. Moi, je dis que c'est possible. Ça peut terminer, même en une année, même en 2 ans. Pour le côté diplomatique, nous ne lâchons pas la diplomatie. Mais seulement, il faut faire attention avec l'hypocrisie de la communauté internationale. Vous savez, aujourd'hui, j'ai suivi les informations. C'est comme si certaines chancelleries occidentales veulent être captivées par les discours mensongers de Kagame et de Tutsi. Aujourd'hui, ils utilisent la stratégie de la victimisation. C'est comme si maintenant, ils sont victimes, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est la coalition FRDC, FDLR et d'autres groupes armés locaux qui les menacent. Tu vois? Donc, et qui sont des agresseurs, ils veulent se mettre en politique. Un discours qu'il a toujours préparé pendant des années. Voilà, justement. Et c'est accepté. Sous d'autres essais, c'est accepté. Donc nous devons, au niveau de la diplomatie, on ne va pas lâcher. Il faut que nous puissions démontrer à la face du monde que c'est eux qui sont des agresseurs. Mais nous aussi, nous étions victimes et nous sommes victimes. 11 millions de morts. On ne peut pas le comparer avec 800 000 personnes qui sont morts au Rwanda. Hein? Donc, il faudrait que nous ne puissions pas lâcher notre position parce que c'est nous qui sommes victimes, c'est eux qui sont des agresseurs. Donc,
il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on en dise, qu'on en parle. Partout, nos ambassadeurs, là où ils sont, j'ai dit nos ambassadeurs, que ce soit culturels, que ce soit nos ambassadeurs scientifiques, il faut qu'ils en parlent. Parce qu'il y a, sous d'autres essais, les gens ne comprennent pas. On pense que, comme le Rwanda, c'est un petit pays, donc c'est nous qui les... Non. Il faut qu'on démontre clairement que c'est nous qui sommes agressés. Voilà un peu au niveau national. Au niveau du Rwanda, moi j'ai toujours dit que s'il y a certains Rwandais qui sont intelligents, qui sont sages, qui ne sont pas idiots, il devrait comprendre l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Israël est un petit pays. Il est entouré de Jordanie, Liban, des grands pays. Israël n'a jamais envié ces pays. Pas du tout. Pour aller prendre les richesses. Jamais du tout. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pétrole, mais l'Israël. Non. Prenons l'exemple de la Suisse. La Suisse est un petit pays qui se trouve entre 4 grands pays, l'Autriche, l'Allemagne, la France et l'Italie. La Suisse se développe avec ses banques. La Suisse n'a pas de minerais. C'est la particularité. Avec ces banques, s'il vous plaît. Ils sont sérieux et aujourd'hui, tout le monde respecte la Suisse. Mais le Rwanda, il a ses montagnes. Il peut développer le tourisme. Ils ont leurs femmes aussi. Ils ont leur thé, les plantations de thé. Mais qui développent ça? Pourquoi cette folie de toujours chercher à puiser en RDC? Là, je m'adresse aux Rwandais. Hein? Donc, si ils m'attendent, qu'ils se concentrent, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils développent leur pays avec ce que Dieu leur a donné. C'est ça. Et au niveau militaire, je dis que nous avons des braves. Nous avons encore une population jeune. On peut lancer un recrutement de masse de jeunes Congolais, mais à condition qu'on prépare aussi les outils et les moyens nécessaires. Parce que quand il n'y a pas les outils, quand il n'y a pas les moyens nécessaires, on ne peut pas recruter des gens pour que demain, ils se retrouvent encore contre le pays. Donc, il faut mettre les choses en place pour qu'on puisse recruter même jusqu'à 1 million. Là, nous allons faire peur à l'Afrique. Mais oui, on peut recruter. Donc, voilà un peu au niveau militaire, il faut qu'on voit aussi les choses. Et puis, il faut qu'on soit regardant avec tous ces infiltrés rwandais qui sont des généraux, des colonels, tout ça. Il faut qu'on soit regardant, il faut qu'on s'en occupe d'eux. Mais je sais que dans cette matière-là, on ne peut pas beaucoup dire parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne doit pas exposer sur la place publique. Je sais qu'on fera quand même quelque chose. Le matin, il y a eu beaucoup de marches pacifiques au niveau de l'Est, plus précisément à Goma, où les gens marchaient pour dénoncer. Je pense que c'est aussi un signe fort donné aux politiciens pour leur montrer que, écoutez, nous sommes derrière vous. C'est aussi un message. Non, mais naturellement. L'expression cette expression de l'élan patriotique, ça se retrouve partout, même chez nos élèves, hein? Donc ça se retrouve partout. Et profitons, parce que le problème des Congolais, c'est quoi? Le Congolais a une courte mémoire et oublie vite. Alors, pour que les Congolais n'oublient pas vite, il faut que ceux qui sont dans les choses politiques, ceux qui dirigent le pays, essayent un peu de remonter à chaque fois la morale de la population, leur dire, leur sensibiliser, leur dire que voilà, nous pouvons manger, nous pouvons voir, mais sachant que nous avons des infiltrés parmi nous. Il faut que nous soyons prudents et que nous soyons vigilants. Et je pense que petit à petit, le Seigneur va nous aider. On finira avec cette histoire-là. Ce n'est pas éternel. Merci, monsieur Jean-Louis Ngaouyana. Je crois que je n'ai pas massacré le nom cette fois-ci. Non, cette fois-ci. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous avez remarqué, nous courons derrière le temps. Il y a suffisamment beaucoup de questions. J'imagine, le soir, j'aurai encore des textos, des messages pour vous dire de revenir parce que à chaque fois que vous passez, vous ouvrez vraiment la matière. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. La rediffusion, c'est demain jeudi à 11h25, toujours sur la même chaîne, Canal K, la télé-vérité. Et puis demain, je crois que vous aurez déjà l'émission en ligne avec Patissoumo. Je dis grand merci à tous qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. À Londres, à Michael Sassa, Mamote Belé, Pesa Badiono sur London, Pesa Mamote Belé. Ben voilà quoi, Thierry Manga, Mamote Belé, à niveau il y a Montréal, en France, en Belgique. Prompt rétablissement à toi, Serge Yende, et je n'oublie pas aussi Albert Mokolovuno, sans oublier Didier Mouy depuis Montréal. Koupar Bola était à la caméra, Serge Makosso était à la réalisation. Je vous dis merci pour la confiance. Le prochain rendez-vous est pris pour le mercredi prochain, toujours sur la même chaîne. Inch'Allah, le Congo est pour nous tous.